Je disais que j'avais certainement une vision romantique de ce que pouvait être la vie sur une réserve. Et quand je suis arrivée à Cape Mudge, j'étais très très étonnée parce que le village était très moderne. Il y avait 2 rangées de maisons qui faisaient donc face à la mer, bon, ce qui reprenait un pattern traditionnel, où toutes les maisons étaient orientées vers la mer. C'était comme des petits pavillons, les maisons étaient comme des pavillons de banlieue. Avec une pelouse, il y avait même, je pense, aussi des flamants roses sur une des pelouses. Il y avait peut-être 1 ou 2 shacks, enfin quelques petites. Bon, il y avait des houses. Et puis il y avait peut-être 1 ou 2 cabanes. Donc c'était un univers comme ça. Et il y avait par exemple aucune maison, il n'y avait pas de maison, par exemple, qui avait été financée ou donnée par le département des Affaires indiennes. C'est ces petites habitations standards qu'on trouve dans de nombreuses réserves de la côte nord-ouest et partout au Canada. Donc voilà. Et puis à l'époque, il y avait une mode afro pour les femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient friser. Donc c'était assez amusant. Et je me souviens, donc j'avais été au conseil de bande, donc j'avais parlé à une ou 2 familles. J'étais allée après au conseil de bande pour demander, au bureau, pour demander à qui je pouvais parler, quels étaient les anciens auxquels je pouvais parler. Et on m'avait donné le nom d'une dame. Et donc elle m'ouvre la porte et justement cette dame Daisy avait une coiffure afro et je lui dis je cherche une dame indienne, je cherche Daisy Moon, une femme indienne, et elle me dit c'est moi. Et donc j'étais très naïve. Et voilà. Et je me souviens que il y avait un linguiste qui travaillait avec elle et il n'avait pas été très très content parce que je les avais perturbés dans leur travail. Bon, et après, je pense que j'avais peut-être quelques jours après, j'avais pu parler à cette fameuse Daisy. Voilà. Donc, et puis, c'était un village, effectivement, parce que ce que je ne savais pas, c'est que c'était un village qui avait, après, dans les années 20, qui avait pris le virage de la modernité, où toutes les maisons anciennes avaient été détruites pour reconstruire, et on avait construit des maisons dites modernes. Et aussi, c'était un village qui était assez prospère, et je pense que c'est pour cela qu'on m'avait envoyé dans ce village. En fait, effectivement, j'ai pas choisi véritablement mon terrain. C'est le département des Affaires indiennes ou la Quag Agency qui l'a choisi pour moi. Parce que c'était certainement c'était un village moderne, un village prospère, peut-être où il y avait moins de problèmes sociaux que dans d'autres communautés, je ne sais pas. Voilà. Et puis aussi, c'était un village où il y avait, à l'époque, dans les années 70, c'était une période où la pêche était quand même bonne. Les bateaux sortaient pendant plusieurs mois. La pêche au hareng, à la pêche au saumon. Il y avait des campagnes de pêche qui étaient très importantes et qui rapportaient beaucoup d'argent. Et donc je me souviens, certains capitaines de bateaux, certaines personnes du village, il y avait 2 frères notamment qui avaient fait l'acquisition
de bateaux super, comment dire, super modernes, avec tous les standards de sonar, etc. Et puis il y avait aussi, il y avait des belles voitures, il y avait des Cadillacs, des pick-up. Enfin, c'était un monde. Qui m'étonnait un petit peu. Tout était, oui, enfin, il y avait tout ce qui pouvait être, tous les signes extérieurs de richesse, qui, de toute façon, en fait, s'inscrivait aussi dans la culture traditionnelle, dans la culture avec les notions de prestige, donc qui s'inscrivait oui, dans cette culture. Alors, donc j'ai eu ce premier contact en 78, et puis donc j'ai pu obtenir une bourse du gouvernement canadien, une bourse d'1 an pour entamer un terrain. Donc le terrain, je voulais, l'idée, enfin sur le projet, c'était toujours l'histoire de l'éducation, mais quand je suis partie, je savais que ce sujet m'intéressait pas forcément, mais je savais pas exactement sur quoi j'allais travailler. Donc en fait, je suis partie en, je crois, septembre 79. Et donc dans le contrat avec cette bourse, il fallait que je reste. Il était stipulé, ou je ne sais pas quels étaient les. Il était stipulé que je devais passer 3 mois à l'université de la Colombie-Britannique, à UBC, au département d'anthropologie ou au musée. Et donc c'est ce que j'ai fait, où j'ai fait ça pendant 3 mois, où j'ai dû faire des recherches en bibliothèque. J'ai eu comme advisor, j'avais d'abord Marjorie Halpin, qui travaillait, une ethnologue spécialiste des Tsimshian, qui travaillait, qui était en poste au musée, d'anthropologie, mais aussi qui dispensait des cours au département d'anthropologie de l'université. Et puis, pour diverses raisons, c'est une autre collègue, c'est une autre personne, c'est Marie-Françoise Guédon, qui était aussi spécialiste des Tsimshian, qui a pris le relais. De toute façon, c'était certainement aussi plus simple, parce que elle était d'origine française, et puis j'étais peut-être plus de plein pied avec Marie-Françoise. Donc c'est elle qui m'a un peu coachée, qui m'a un petit peu comme ça encouragée. C'est avec elle que j'ai discuté des difficultés que j'avais sur le terrain, et voilà. Et donc en janvier, je me suis installée sur la réserve. J'ai habité dans ce qu'on appelait la Mission House, qui était la maison qui avait été construite pour les missionnaires à côté de l'église unifiée, United Church of Canada, qui était de l'église, mais qui était gérée, si je me souviens bien, par le conseil de bande, enfin par l'administration de la bande, voilà. Et voilà. Et donc je me suis installée là, et donc j'ai vécu dans cette maison pendant 1 an. Les premiers temps, c'était un petit peu difficile, parce que je suis arrivée, il neigeait, et en fait, effectivement, cette réserve, comment dire, c'est presque, je sais pas, on peut s'imaginer que c'est un peu, je sais pas, peut-être une petite communauté de banlieue, parce qu'en fait, personne ne marche à pied. Les gens prennent leur voiture pour faire 100 mètres. En fait, marcher dans le village, il y avait l'ethnologue, les chiens et les enfants, pratiquement. Et puis, en fait, c'était compliqué parce qu'on ne voyait pas les contacts entre les gens, parce que tout se passait par téléphone. Les gens communiquaient entre eux par téléphone. Donc, c'était compliqué. Donc, je suis restée un petit peu comme ça, un petit peu enfermée pendant plusieurs semaines. Et je me souviens que les premiers jours où j'étais là sur le terrain, j'ai lu
le carnet d'or, Golden Notebook de Doris Lessing, qui m'a occupée pendant plusieurs jours. Voilà. Et puis, voilà, c'était un peu les premières expériences de terrain. Et puis, effectivement, après, bon, les contacts se sont développés au fur et à mesure. Donc, j'ai travaillé en fait sur cette communauté Kwakwaka'wakw, qui est une communauté Lerwiltok, enfin qui a été certainement un des groupes les moins étudiés en anthropologie, qui est le groupe le plus méridional, qu'on appelait à l'époque des Kwakiutl méridionaux, des Southern Kwakiutl, et qu'on appelle maintenant des Kwakwaka'wakw. Boas n'y a jamais fait de terrain. On a très peu de... Il y a quelques mythes sur cette communauté, enfin sur les Lerwiltok qui ont été recueillis par Boas, mais en fait il y a très peu de choses sur cette communauté, sur ce groupe. Donc ce groupe, les Lerwiltok, c'est une des vingtaines, fait partie je crois que les Kwakwaka'wakw sont composés à peu près d'une vingtaine, 22 ou 24 différentes tribus. Voilà. Donc il y avait quand même eu un mémoire de maîtrise d'une femme qui habitait sur l'île, qui s'appelait Joy Inglis, qui avait fait un mémoire sur la communauté de Cape Mudge. Et puis il y avait aussi des travaux, mais non publiés, de l'anthropologue, de l'ethnologue Wilson Duff, qui avait été à un moment donné, qui travaillait avant à Victoria et après qui a été au département d'anthropologie à UBC. Et puis il y a eu aussi certainement des travaux, alors dans les années 50 ou 60, de Philippe Drucker, qui était venu à Cape Mudge. Voilà. Bon, et donc en fait, je suis aussi arrivée dans cette communauté. C'était dans des circonstances aussi singulières, parce que venait d'être inauguré un musée qui s'appelait le Kwagulth Museum, et ce musée abritait une collection d'objets qui avait été confisquée par le département des affaires indiennes en 1922. À la suite de l'organisation illégale d'un potlatch qui s'était tenu dans un petit village très isolé, le petit village de Village Island, très isolé, aux alentours de Noël 1921. Mais ça, je reviendrai sur ça plus tard. Et donc, il y avait ce musée qui avait été inauguré. Et donc, je pense que, en fait, je me suis laissée guider pour mon sujet de thèse par les intérêts des gens de la communauté, des aînés de la communauté, qui, je crois, dans ce contexte, souhaitaient qu'il y ait une histoire, qu'on puisse... qu'il y ait quelque chose qu'on puisse reconstituer de leur patrimoine, et qu'on puisse écrire sur l'histoire de leur groupe. Et donc, c'est ce que j'ai fait, où j'ai mené des enquêtes sur un petit peu, j'ai recueilli des mythes, j'ai recueilli... ils ont beaucoup parlé aussi mais il se trouve aussi que c'est un groupe qui, à partir... je sais pas, on ne sait pas exactement, mais c'est un groupe qui s'est,
qui a en quelque sorte envahi un territoire des voisins, les territoires salish, et qu'il y a eu tout un mouvement comment dire, de déplacement de population, certainement qui a commencé avant l'arrivée des premiers Européens, qui s'inscrivaient dans un mouvement plus général de déplacement de population dans cette région, enfin dans la région nord, dans la région au nord de l'île de Vancouver et de la côte continentale là, qui lui fait face. Donc c'est probablement, il y a eu cette espèce de mouvement, mais après qui s'est certainement développé avec l'introduction des armes à feu et puis le commerce de traite et les Lekwiltok voulant comment dire, contrôler le commerce dans le passage intérieur entre la côte est de l'île de Vancouver et puis la côte continentale. Donc, j'ai recueilli aussi pas mal des histoires sur leurs hauts faits guerriers, parce que les Lekwiltok se considéraient comme des tough guys. Et puis aussi, j'ai travaillé sur l'organisation sociale, parce que les Lekwiltok étaient à un moment donné constitués de différentes sous-tribus, jusqu'à 5, et qui étaient, comment dire, pour finalement maintenant n'être plus que deux sous-groupes, mais qui ont été au cours de l'histoire, qui ont été ces sous-groupes, qui étaient certainement certains d'entre eux d'origine salish, qui ont été absorbés par les Lekwiltok. Et puis après, il y a des groupes qui se sont éteints, qui se sont amalgamés, c'est absorbé, etc. Donc j'ai travaillé sur ces questions-là, et puis finalement aussi sur la question du potlatch parmi ce groupe. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier un document qui s'appelle un document qu'on connaissait sous le nom de Potlatch Book, qui appartenait à une famille. Donc c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils qui qui travaillait au musée, qui m'en avait parlé et qui me l'avait montré. Et c'était un livre de contes qui montrait les transactions dans les années 1910, des transactions de comment qui empruntait, combien il empruntait, combien de couvertures, etc. Et puis et aussi qui faisait état du système hiérarchique des différentes maisons au sein des différentes maisons au sein des sous-groupes, des sous-tribus Lekwiltok. Et donc on voyait ça par la manière, combien les personnes recevaient, etc. Puis il y avait les noms des personnes qui recevaient. Donc ça, c'était quand même un document tout à fait important, et qui, à partir de son analyse, en fait, après, je pouvais revenir auprès des consultants et leur poser des questions justement sur la façon, comment fonctionnait le potlatch chez les Lekwiltok.